Et bonjour à tous, hein, et merci d'être là, hein, pour ce webinaire sur vraiment les changements, hein, de la révision de la révision 3. Donc aujourd'hui, ben, je suis accompagné de Lionel, Lionel Brignon, qui est chef de projet formation chez Formatis et qui va aussi présenter certaines slides, hein, au niveau de la présentation. Donc on a un invité surprise. L'invité surprise, c'est Jordan. Donc Jordan, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, Jordan Gonçalves, moi je suis responsable opérationnel au sein de la société CleanFile, donc plutôt sur la partie édition d'applications spécialisées pour les métiers de la recherche clinique. Et donc j'interviendrai vraiment en outro de cette présentation. Exactement. Donc Jordan va nous présenter une plateforme. Alors rapidement, hein, parce qu'il y aura un webinaire qui sera prévu la semaine prochaine par rapport à cette plateforme. Et Dans 2 semaines. voilà, dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Et qui va être aussi intéressant par rapport aux outils électroniques, hein, qui peut être aussi géré, applicable par la R3. Donc tout d'abord, ben, qui sommes-nous? Donc on fait partie d'un groupe qui est Multi-Health Group. Donc c'est le premier groupe français indépendant qui réunit des sociétés prestataires de services aux expertises de la recherche clinique. Donc on a 30 ans d'expérience, d'existence. Donc, on est dans le développement clinique, le suivi en vie réelle. On a 4 pôles d'expertise. Donc, les 4 pôles, bah, c'est Kingfile, qui est la société eTools, développement eTools au sein de notre groupe. On a Clinact, bien sûr, qui est la CRO, hein, du groupe. Formatis, qui est le centre de formation, qui forme en interne dans le groupe et aussi, ben, lors de sessions école et en entreprise, et Statitech, hein, qui est l'entité biométrie au sein de notre groupe. Donc aujourd'hui, on va voir en fait, donc il y a eu pas mal d'interventions, hein, sur la R3. Donc bon, il y a eu pas mal d'interventions avec d'autres centres de formation, etc. Alors nous, pour aujourd'hui, donc on va réutiliser aussi des slides que j'ai utilisés lors de ma dernière intervention, l'année dernière, hein, donc en 2024. Donc, et en même temps, j'ai rajouté dans cette présentation le training que vous pouvez retrouver, hein, sur la R3 sur le site ICH. Ok, donc du coup, débutons. Ben, tout d'abord, ben, l'histoire des JCP, bon, ben, tout a commencé, bon, le code de Nuremberg, et après, ben, la réglementation, etc., a évolué et a accéléré. Donc, on a eu une première publication en 96. Par la suite, on a eu un amendement en 2016 avec la R2 et du coup, en 2025, la R3. Donc, ce qui nous précise l'ICH, c'est de ne pas lire. Donc, je pense que certains d'entre vous ont commencé à lire, bien sûr, les JCP, hein, la R3, mais la R3, voilà, donc l'ICH, que du coup propose de aussi lire d'autres documents ICH comme la E8 et la E6. Ok, on y va. Donc au niveau de cette R3, on va parler de structure et contenu. Donc lorsque vous avez regardé un peu la R3 comparée à la R2, la structure, elle est différente, donc elle est plus claire, et des mises à jour qu'on facilitées par des annexes. On a aussi des principes qui sont adaptés aux évolutions technologiques et méthodologiques des essais cliniques, un champ d'application mieux défini, un langage favorisant l'innovation, notamment pour les essais décentralisés et pragmatiques, l'utilisation de ce qu'on appelle des digital health technologies pour optimiser le recrutement, le suivi des patients, la saisie des données et l'analyse des résultats. Donc, on va avoir une diapo qui sera présentée par Jordan, hein, c'est sur ces différents outils.
et aussi une définition claire des responsabilités du promoteur et de l'investigateur dans l'environnement numérique. Donc la R3 inclut, comparé à la R2, donc cette notion de numérique, de technologie. Donc pour rappel, la R3 a été adoptée, hein, donc du coup là récemment le 6 janvier 2025. Toujours dans la structure et le contenu, elle va aussi encourager des approches adaptées à l'objectif visé. Donc, on en parlera tout à l'heure, hein, des différents types d'approches adaptées qu'on peut avoir. Donc, des approches qui sont fondées sur la proportionnalité et axées sur les risques et en garantissant l'intégrité, excusez-moi, des essais pour la sécurité des participants et la fiabilité des résultats. Elle va aussi donc intégrer les enseignements des essais innovants et des leçons tirées des crises sanitaires. Renforcer la transparence via l'enregistrement des essais et la communication des résultats. Donc la transparence, hein, qui est donc du coup qui est mentionnée, hein, dans la R3. Après bon, la transparence, on la retrouve aussi dans nos règlements, hein, donc européens et nos databases. Et aussi améliorer le consentement éclairé avec un langage plus clair. Donc ça, Lionel reviendra dessus tout à l'heure. Donc juste pour rappel, donc on va essayer de tenir le temps qui est alloué en fait à cette présentation. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Donc nous, ce qui va se passer, c'est que on récupérera les questions à la fin et on vous y répondra et on enverra en fait cette liste de questions et réponses, hein, aux participants d'aujourd'hui. Et ainsi, vous recevrez aussi le replay de ce webinaire. Donc la R3, donc ça c'est un screenshot qui est tiré, hein, donc du coup training ICH. Donc on le retrouverez sur le site ICH. Donc elle comprend trois sections. Donc un document sur les principes généraux, une annexe 1 qui va pour les considérations pour les essais interventionnels, une annexe 2 pour les considérations supplémentaires concernant les essais interventionnels non traditionnels, comme des essais cliniques pragmatiques, des essais cliniques décentralisés. Donc, donc il y a eu des modifications, donc certaines modifications mineures, d'autres majeures. Donc là, concernant l'annexe 1, dans la R3, on retrouve tout ce qui concerne la data gouvernance, hein. Donc on va voir que l'investigateur et le promoteur ont des rôles à jouer. Et pareil, hein, donc on va parler aussi d'essential records, hein, pour pour l'essai clinique. Le glossaire a été aussi amélioré. Donc, vu que la R3 a revisité certaines notions, donc on a aussi des termes qui ont été révisés. Et pareil, concernant, par rapport à la technologie, de nouveaux termes qui ont été rajoutés. L'annexe 2, pour information, elle est en consultation publique. Donc là, donc dans ce webinaire, on va pas pouvoir faire un cours, hein, parce que c'est pas possible, mais on va présenter en fait certains points clés, hein, et le reste, vous verrez lors de nos formations, hein. Donc, Formatis propose des formations donc du coup par rapport à la R3, donc certaines choses qui seront vues en formation. Et j'ai essayé de vous donner un peu euh, pas mal de voilà, pas mal comment dire de notions. Donc les principaux changements, ils vont être déjà sur la gestion de risque. Alors là, en fait, je vais comparer en fait ce qui se faisait en R2 et ce qui se fait maintenant en R3. Donc concernant la gestion de risque, au niveau de la R2, elle a introduit un concept amélioré de gestion des risques dans les essais cliniques avec une approche basée sur le risque pour la surveillance et la gestion des données cliniques. Donc la R2 encourage les promoteurs à identifier les risques critiques
pour la qualité de données, la protection de sujet. Bon, ça, on le sait. Au niveau de la R3 accentue davantage sur la gestion de risque. Donc, notamment dans l'environnement d'essais cliniques décentralisés et numériques. Et il y a une attention particulière à la minimisation des risques tout en s'adaptant à des méthodes plus flexibles de collecte de données et de gestion d'essais multicentriques. Donc le contrôle de risque dans la R3 devient une partie intégrante dès la phase de conception des essais cliniques. Concernant les essais décentralisés et la technologie, dans la R2, on a des lignes directrices qui sont axées sur les essais cliniques réalisés dans des sites physiques, sans considération des essais explicites, hein, des essais cliniques décentralisés ou numériques. La R3, elle prévoit l'intégration complète des essais cliniques décentralisés en tenant compte de l'utilisation d'outils numériques tels que des dispositifs de suivi à distance et l'intelligence artificielle. Donc cela va impliquer des changements dans la collecte des données, la gestion des patients et la conformité éthique. La R3, elle soutient donc l'intégration des outils de santé numérique qui comprennent la technologie variable, la technologie de la conception décentralisée, et elle met l'accent sur l'adaptabilité de la technologie en évolution et le maintien de cette technologie ou l'utilisation de cette technologie pour l'intégrité des données et la sécurité des participants. Donc, nous devons, dans la R3, donc, intégrer toutes les technologies disponibles et suivre le rythme pour assurer l'intégrité des données et de la sécurité des participants. La R3 envisage aussi d'avancer avec la technologie et l'incorporation de cette technologie à la santé des patients et aux soins de santé. Concernant la conformité éthique, la R2 maintient des standards de consentement éclairé, de protection des participants vulnérables, de respect de processus éthiques lors des essais cliniques. Cependant, elle n'explicite pas les défis posés par les nouvelles méthodes d'essais cliniques décentralisés. La R3, elle met davantage l'accent sur la protection éthique des participants dans les environnements numériques et elle reconnaît les nouveaux défis liés à la collecte de données sensibles à distance, comme la confidentialité des données et le consentement éclairé obtenu par des moyens numériques. Concernant la flexibilité et l'adaptation, la R2 exige une conformité stricte avec les protocoles d'essais cliniques, avec peu de flexibilité pour adapter les processus en cours de route. Euh, et la R3 vise à introduire une plus grande flexibilité dans la gestion des essais. Elle permet aussi des ajustements en temps réel basés sur des risques identifiés, donc on en parlera plus tard sur les prochaines slides, et facilitant donc une adaptation continue sans compromettre la sécurité des patients ou l'intégrité des données. Donc dans la R3, on parle aussi de quality by design. Donc c'est la qualité qui est mise en place dès la conception et qui met l'accent sur l'incorporation proactive de la qualité à chaque étape et ce qui inclut la fiabilité et les résultats exploitables, et ce qui signifie que nous devons nous assurer que tous les essais cliniques et toutes les activités conçues sont de nature à déterminer que la qualité est intégrée dans les stratégies de gestion de risque. Pour ajuster aussi dynamiquement la progression de l'essai clinique en fonction des données de l'essai clinique qui sont soumises à chaque étape. Donc, à chaque étape de l'essai clinique, nous avons une approche quality by design pour identifier les facteurs de risque et pour assurer la gestion des risques et l'atténuation de risques. Donc, on parlera de différents référentiels par rapport à cette qualité, cette approche quality by design. Donc, on a aussi dans le R3 ce qu'on appelle une approche centrée sur le patient. Donc là, la R3 encourager la prise en compte de la perspective du patient lors de la conception et de la conduite des essais cliniques.
L'accent est mis sur la garantie que les droits et le bien-être du participant restent la plus haute priorité, donc c'est toujours le cas hein, donc, avec la R3. La diversification de la représentation, de la sélection des participants est encouragée afin que nous ayons une équité égale dans l'essai clinique et que nous ayons la participation d'une population diversifiée. Donc la diversité devient donc dans la R3 l'un des aspects importants et cela a été intégré dans les mises à jour hein, donc de la sélection des participants. Donc les autres changements principaux, donc on a ce qu'on appelle tout d'abord le consentement éclairé. Alors consentement éclairé, il n'y a pas trop de différence. Lionel, qu'est-ce que Non, tu peux? ils vont prendre les grandes lignes de ce qui était mis actuellement et ce qui était créé actuellement sur les ICH. La seule chose qui va être mise en avant avec cette révision, c'est l'importance du consentement des mineurs. Mais ça, la réglementation européenne l'avait déjà mis en place et du coup, il n'y a pas de nouveauté pour toutes nos études sur le territoire européen. Il y a juste une accent mis sur les ICH sur le fait de comment on récupère les consentements pour les différents mineurs. D'accord. Bon, c'est des choses qu'on faisait de base, hein. Sauf Sauf que que c'est inscrit dans les ICH maintenant. maintenant. C'est ça. Voilà, c'est ça. OK. Ok. Donc, en matière de formation, de qualification, pour tout le personnel de l'essai, donc là, il ne s'agit pas seulement de la responsabilité, mais aussi de la capacité et c'est pourquoi la mise à jour de la R3 a également stipulé que nous avons besoin d'un mécanisme robuste pour la formation de tout le personnel de l'essai clinique qui participe à l'essai et qui doit être correctement formé. Car il est important hein, que chaque personne soit non seulement formée, mais aussi qualifiée pour remplir ce rôle qu'il va devoir jouer dans l'essai clinique. Mais en parallèle, ils ont stipulé dans le R3 que la délégation n'est pas forcément requise pour quelqu'un qui fait une activité de routine lors d'un essai clinique. Ça, il y aura des annexes et des choses à définir sûrement en formation sur qu'est-ce qui est requis ou pas, mais on doit former tout le personnel spécifiquement, mais on peut exclure les personnels qui font les actes en routine. Merci Lionel. Donc, on continue. Donc, la transparence, on en a parlé tout à l'heure. Le renforcement du rôle de sponsor. Donc, il y a des obligations qui sont stipulées. Donc, un rôle avec certaines modifications hein, par rapport en fait aux sponsors. Donc ça, on va pas trop en parler, on en parlera lors de notre formation. Mais concernant l'investigateur, bon, je vais vous donner quelques changements et le reste, bon, on verra lors de la formation. Donc on se connaît déjà certains rôles de l'investigateur, hein, comme son rôle central dans la qualité éthique et scientifique des essais, la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des sujets de l'essai, le respect et l'intégrité du protocole hein, et la garantie des soins médicaux. Donc, outre ses responsabilités, l'investigateur est censé aussi reconnaître et traiter les éventuels surdosages et réactions indésirables aux médicaments sur la base de l'expérience humaine antérieure et de la pharmacologie du produit de recherche. Cela souligne que l'importance du rôle de l'investigateur hein, pour garantir la sécurité des participants à l'essai. Les lignes directrices de l'AR3 comprennent également une section sur la gouvernance des données, donc c'est la section 4, qui s'applique à la fois à l'investigateur et au promoteur. Et cette section décrit les éléments du cycle de vie des données. Bon, on en parlera brièvement sur les prochaines slides, que l'investigateur doit gérer notamment comme la saisie des données, l'examen des données et des métadonnées, la correction des données, le transfert, l'échange et la migration des données et la finalisation de l'ensemble des données avant analyse. Et pour le reste, hein, donc on les verra en formation si vous vous inscrivez. On continue. Donc dans la R3,
Donc, on a vu tout à l'heure, hein, on parle de gestion de risque. Donc, on va parler de certains référentiels, hein, qui étaient déjà utilisés auparavant, qui existaient un peu avant la R2, mais qu'on va utiliser, hein, donc, du coup, avec la R3. Donc là, on va parler d'évaluation de risque, comment définir une méthodologie adaptée. Donc, tout d'abord, faut réaliser un risk assessment dès la phase de conception. Identifier les risques critiques qui affectent la sécurité des participants et l'intégrité des données et proposer des mesures d'atténuation réalistes. Alors pour ce faire, on va utiliser une approche basée sur le risque, hein, donc le risk-based approach, et on va utiliser comme référentiel de ICH, hein, donc l'ICH Q9. Donc, l'ICHQ9, il est développé pour la première fois pour les GMP, mais il est aussi applicable, hein, pour les GCP. Et sur la slide, donc on voit une image, hein, qui est issue de ce ICHQ9 autour des exigences des aspects pour l'évaluation des risques, y compris les aspects, du coup, les aspects de l'analyse et l'évaluation de l'identification du risque. Donc à droite, donc au niveau du schéma, on a du coup le risque global des outils de gestion et les activités que vous allez utiliser. Donc le Q9 est sorti, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avant donc la R2, et une grande partie du Q9 est intégrée pour être R2. Donc, on repense le schéma et tout d'abord, dans le processus, on va identifier le problème, donc déterminer la situation ou l'élément à évaluer en termes de risque qualité. Et on va définir des objectifs, hein. Donc, on va préciser ce que l'on cherche à contrôler ou à améliorer. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle donc le Risk Identification and Assessment. Donc, c'est l'identification et l'évaluation de risque, hein. Donc, ici, ben, que pourrait-il se passer de mal? Quelle est la probabilité d'occurrence? Quel serait l'impact sur les droits, le bien-être, la sécurité des participants? Donc, on a dans ce Risk Assessment donc une identification des risques. Donc là, on va recenser les dangers potentiels pour la qualité du produit. On a aussi une analyse du risque, hein. Donc là, on va déterminer la probabilité d'occurrence et l'impact sur la sécurité, l'efficacité et la conformité. Et l'évaluation du risque. Donc là, on va comparer les niveaux de risque aux critères d'acceptabilité définis. Par la suite, on passe sur une phase du coup de risque contrôle, donc la maîtrise des risques. Et donc là, ben, on va avoir une décision qui va être prise pour réduire et ou accepter les risques. Et lorsque les risques doivent être atténués, la méthodologie adaptée au PPC qui va être définie. Donc après, ben, ça va conduire à une communication du risque, hein, de risk communication. Donc on va partager des informations sur les risques et les actions avec les différentes parties prenantes, comme autorité réglementaire, équipe de production, assurance qualité. Et donc ça va nous conduire après, donc excusez-moi, hop, à donc la review, hein. Donc la revue, c'est la revue et le suivi. Donc on va suivre l'efficacité des mesures qui ont été mises en place, hein, ou ajuster si nécessaire, et aussi une revue périodique pour s'assurer que les risques restent sous contrôle au fil du temps. Donc ce modèle de gestion de risque qualité permet une prise de décision structurée et fondée sur des preuves. Il garantit que les risques critiques sont identifiés, évalués et maîtrisés, contribuant ainsi à la sécurité des patients. Donc là maintenant, ben, on va voir ben, comment mettre en œuvre un suivi basé sur les risques. Donc on va, pour le fait, on va devoir ajuster la fréquence et la nature des visites de monitoring selon le niveau de risque de chaque site. On va utiliser des indicateurs clés
pour surveiller les performances des sites et intervenir si nécessaire. La mise en place d'un système de reporting qui intègre des observations liées au risque et documenter toute déviation ou mesure corrective pour garantir la traçabilité et la conformité. Donc, on va utiliser comme référentiel notre ICH, l'ICH E8 R1, qui insiste sur le quality design, hein, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, sur les innovations de la R3, puis dans l'esprit d'amélioration de ce qu'on appelle un continuum qualité et qui va arriver à notre système de management de qualité plus abouti sous le référentiel E6 R3. Donc, on va parler de ce qu'on appelle le continuum qualité. Et alors, le continuum qualité, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, bon, alors là, on a en fait plusieurs situations. Donc, on a une situation, on a déjà une bibliothèque qui va référencer les risques, les actions menées, des violations, des plans de qualité qui ont été effectués, etc. Et donc, du coup, on va pouvoir prendre en compte cette bibliothèque à chaque nouveau essai, hein. Ou sinon, ben, on part sans bibliothèque, sans ce qu'on appelle quality learning, hein. Donc, on part du début. Donc, un nouvel essai clinique, hein. Donc là, on veut avoir une autre qualité et qui soit acceptée par les autorités réglementaires. Donc, on commence par ce qu'on appelle la quality design. Et donc, ça, la quality design signifie que, du coup, notre protocole a des objectifs clairs, des processus opérationnels appropriés, des critères de jugement clairs et ciblés. Et dans le cas, ben, en fait, on a cette fameuse bibliothèque, parce qu'on a eu des études antérieures et qu'on a recensé tout ça dans cette fameuse bibliothèque, on pourra l'utiliser, hein, et donc du coup tenir compte de l'expérience et des connaissances intérieures. Mais si c'est pas le cas, donc on passe du coup à la planification de la qualité, hein, donc la quality planning. Et donc là ici, la gestion de la qualité va décrire cette étape de processus qui inclut l'examen des facteurs critiques pour la qualité et le risque, ainsi que la mise en place de contrôles et de stratégies de surveillance pour gérer ces risques avant le début de l'essai. Idéalement, ben, il faudrait aussi intégrer, si on a donc cette bibliothèque de connaissances. Donc, une fois la quality planning effectuée, on passe du coup à l'exécution. Et donc là, à ce moment-là, l'essai, il est lancé. Donc, dans le cadre de ce processus de gestion de la qualité, nous effectuons des révisions du coup régulières du plan qualité, cela signifie qu'on doit prendre en compte les points de contrôle, les KPI, observer les activités, les sites à distance, etc. Et ces informations sont prises en compte dans le plan qualité qui est mis à jour, hein, donc en fonction, hein, de ce qu'on va voir. Donc, comme je vous disais, la plupart du temps, ben, on a en fait une bibliothèque où est référencé en fait toutes ces informations. Donc là, cette bibliothèque-là, ben, donc du coup, va permettre euh, aux équipes opérationnelles de réutiliser, hein, ces données, de prendre en compte ce qui s'est passé dans les nouveaux essais cliniques. Donc voilà, là on est. Alors attendez, hop. Donc là on a vu le continuum qualité. Donc on a parlé en fait de l'ICH E8R1. Et donc maintenant, on va parler de quelque chose qui est important. Alors, on a, comment dire, réduit ce qu'on retrouvait dans les GCP. C'est cette nouvelle thématique, la gouvernance des données. Donc, je vais laisser Lionel
prendre la suite. Donc, Lionel, tu peux y aller. La protection, donc, cette gouvernance, on va mettre au cœur de celle-ci la protection des données de la confidentialité. C'est-à-dire qu'on a mis un accent important sur l'insu, puisqu'ils ont pris en compte le fait que potentiellement, on va utiliser des logiciels tiers qui vont garder l'information du patient, ne serait-ce que un e-questionnaire ou des appareils de monitoring du patient à distance pour avoir ses connaissances vitales et ainsi de suite. Donc, ils ont mis en accent sur la protection de la. Il va y avoir toute la gestion des systèmes informatisés parce que maintenant, c'est la responsabilité du promoteur d'avoir des systèmes sécurisés et sûrs, que ce soit lui qui les développe ou qui utilise ceux de l'investigateur. Et du coup, on va inverser la charge comme d'habitude. L'investigateur doit s'assurer que ça a bien été de qualité et que tout est bien robuste pour garantir la sécurité des données. C'est les éléments critiques de tout le système. On va avoir la sécurité du système, la validation du système informatisé. On va avoir des plans sur la défaillance, le soutien technique et comment on va gérer et utiliser ces données. Ça est là. Donc, ce que je vous disais sur la protection d'intrus, c'est on va augmenter l'intégrité de l'insu dans la conception des systèmes. On va devoir créer des systèmes avec des procédures d'information de non-insu très robustes. Dans le cycle de vie du données, on va voir tout ce qui est saisie comme habituel, tout ce qui est transfert de données, mais l'accent va être mis sur toutes les métadonnées. Il faut qu'on détermine quelles métadonnées on va garder, qu'est-ce que sont celles qui sont pertinentes de celles qui ne le sont pas. Comment on les garde, comment on les note pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que pour une étude française, il n'y aura pas d'ambiguïté sur l'heure de saisie. Pour une étude internationale, il va falloir potentiellement, dans ces métadonnées, prendre en compte sur quel fuseau horaire on est. Donc ça, c'est sur tout ce qui est métadonnées, ce qui est renforcé. Et enfin, sur l'aspect de sécurité et de validation, il va falloir tester régulièrement notre système et prouver que régulièrement les contrôles de sécurité soient effectués pour les systèmes informatisés. Mais ça, c'est valable pour nos systèmes que nous, on déploie en tant que promoteur, autant que pour le système de notre investigateur. Il va falloir que l'investigateur prouve régulièrement que le logiciel qui laisse accès pour un contrôle qualité sur centre est bien robuste, qu'il n'y a pas de faille, ou s'il y a des failles, qu'elles ont bien été remontées. L'une des choses qui, dans la législation européenne, s'appliquera, ce sera que les DPO se mettent d'accord sur ce qui est sécurisé, quels sont les documents à fournir dans chacun des cas. Et enfin, on va devoir, comme disait Eric, sur la qualité, mettre en place nos plans de défaillance en amont ou, si ça arrive, malheureusement, pouvoir démontrer qu'on a réagi à cette défaillance plus rapidement et de façon la plus importante possible. Il en découle, ce qu'on a vu sur la diapo suivante, ça sera tout ce qui est sur le flux de données. Donc là, ici. Tout ce flux de données, on a toutes nos données habituelles, forcément nos données de patients et ainsi de suite qu'on a dans notre système. Il faut être conscient qu'à tout moment, il faut avoir les métadonnées adaptées qui précisent qui a accès et ainsi de suite. Il faut mettre de façon plus robuste toutes nos autorisations d'accès, que ce soit nos autorisations d'accès centre ou de l'équipe promotrice. Et il est accepté qu'il y ait des dérogations, qu'il y ait une augmentation temporaire des droits d'une personne. Par contre, ces augmentations, elles doivent être plus renforcées et plus sécurisées. Pareil, sur les métadonnées, elles doivent être autant conservées par notre promoteur que par notre investigateur. Entre autres, sur les métadonnées qu'on peut créer lors de monitoring à distance, comme des visioconférences, c'est plus de la responsabilité de notre investigateur de gérer ces données. Après, sur le flux de données, ça c'est protocole et études dépendantes, chacun détermine ses données, mais il faudra toujours les associer à des métadonnées et à vérifier et à prouver que ce transfert se fait bien pour des données non anonymisées de façon de cryptographie habituelle ou qu'elles respectent toutes les normes en cours. Voilà. Et ces métadonnées devront être conservées pendant le temps nécessaire de l'étude. Je te remercie, Lionel. Donc là, bien sûr, on a réduit en fait ce qu'on trouve concrètement dans la R3, hein. Mais voilà, pour plus de détails, donc on en parlera lors de notre formation. Ok, ben Jordan, je te laisse prendre la suite pour les deux Yes, dernières pas de diapos. souci.
Merci. Ouais, effectivement, en semi-clôture de ce webinaire, l'idée est de dire effectivement qu'au service de ce besoin d'intégrité et de traçabilité, ce sont des enjeux qui sont cruciaux pour nous, les éditeurs d'applications, hein, et qu'on a au quotidien. J'ai vu une question passer typiquement sur la validation des systèmes informatisés. À titre indicatif, nous, toute la gamme d'outils qu'on a, on doit, d'après nos procédures, même s'il n'y a pas de modification de notre système, refaire une validation complète de nos systèmes informatiques tous les 2 ans, donc de nos applications. Et globalement, hein, c'est ce qui se fait beaucoup dans le cadre des outils, en tout cas liés à la santé. On suit une méthodologie qui s'appelle la méthodologie GAMP5 et qui va permettre d'avoir tout un process de documentation. Alors, c'est un petit peu spécifique, mais en gros, c'est avoir un plan de validation de notre application avec une qualification opérationnelle, une qualification de l'installation, une qualification de la production, etc. Et tous les livrables associés. Et donc ça, nous, en tant qu'éditeur, c'est des documents qu'on doit pouvoir fournir aux promoteurs, hein, qui acquièrent, qui décident d'acquérir nos outils. Euh, mais plus globalement, on voit que quand même la décentralisation, ou en tout cas l'utilisation des outils numériques dans le cadre des ICH E6 R3, ça prend quand même encore plus de place que dans les précédentes révisions. Et effectivement, pour ça, il existe toute une gamme d'outils sur lequel je ne vais pas trop rentrer dans le détail. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais juste à titre indicatif, il peut y avoir des outils de gestion un petit peu transverses de vos essais cliniques qu'on appelle des CTMS, Clinical Trial Management System, qui permettent par exemple de gérer vos rapports de monitoring, vos soumissions réglementaires, de la facturation ou des choses comme ça. Des ITMF pour tout ce qui est stockage des documents essentiels de vos études. Vous les connaissez tous, du coup, les ICRF, les fameux qui permettent le recueil des données des essais cliniques et le monitoring, enfin l'émission de queries en tout cas, l'interaction entre le centre et les moniteurs, donc le promoteur. Les IPRO qui quand même arrivent, sont bien implémentés sur le marché, sur pas mal de projets et qui permettent au patient de répondre lui-même à ses auto-questionnaires. On retrouve aussi de plus en plus d'applications qui proposent des fonctionnalités de signature de consentement électronique, hein. Nous, on utilise déjà en routine une application partenaire et bien entendu des applications qui permettent de faire de la consultation à distance. Et je vais clôturer par une application qui a une importance, je dirais, capitale pour nous parce qu'elle a un impact métier qui est hyper important. On propose aujourd'hui, nous, CleanFile, une application qui s'appelle Distantia et qui est une plateforme sécurisée qui permet de faire du RSDV, donc du monitoring versus données sources à distance. Voilà, je ne vais pas spécialement insister là-dessus. Tu peux peut-être passer à la slide Ouais. suivante, s'il te plaît, effectivement. Mais l'idée, c'est effectivement une application qui permet à un centre investigateur de déposer des documents sources non anonymisés sur une plateforme sécurisée. Euh, et à ce titre, ça a un impact quand même assez, je dirais, bénéfique sur la recherche clinique qui peut être, divers. Il peut être financier d'une part en réduisant les coûts de monitoring de manière assez significative pour le promoteur. Et effectivement, dans le cadre de l'éco-responsabilité ouais, de solutions innovantes pour la recherche clinique, voilà, l'idée d'avoir des essais un petit peu plus décarbonés, c'est quand même toujours une idée intéressante à ce sujet. Et je voulais finir là-dessus. Il y aura un webinar le 27 février qui sera spécifique sur le RSDV, donc sur l'utilisation de l'outil Distantia avec des cas concrets d'utilisation et une démonstration de l'outil aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est effectivement que tous ces outils, c'est central et c'est le futur, hein, de l'essai clinique. On retrouve aussi des objets connectés qui vont pouvoir transmettre des données de monitoring du patient directement depuis son domicile vers d'autres systèmes ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont totalement intégrées ou qui vont être intégrées dans les réglementations et on le sent bien ici au travers de cette révision numéro 3. Je te remercie, Jordan. Merci par rapport en fait à ce petit récap, surtout Distancia qui commence à être utilisé. Je crois que vous avez pas mal d'essais, non? Pas avec, avec Distancia en ce moment, non? Alors, il y en a effectivement en cours. Je vois juste une question sur la CNIL. Alors, la CNIL s'est positionnée en mai. Il n'est pas question de refuser l'accès aux données sources pour le monitoring à distance, hein. Elle a bien reconnu, mais on en reparlera notamment lors du webinaire du 27, hein, de manière un peu plus spécifique. Mais elle a reconnu la possibilité d'avoir deux méthodes de monitoring à distance des données sources, hein. Soit une méthode par téléconférence,
donc avec partage d'écran entre le centre et le promoteur, soit une méthode via le dépôt de documents sources non anonymisés sur une plateforme suffisamment sécurisée, bien entendu. Néanmoins, et ça c'est vrai, il y a un contexte réglementaire, il faut une demande d'autorisation spéciale à la CNIL. On est hors méthodologie de référence, mais c'est des choses qui se font en pratique, hein, et aujourd'hui, on a des études qui l'utilisent. Parfait. Je te remercie, Jordan. Donc, ouais, bon, on a un peu dépassé le temps imparti. Bon, c'est pas trop grave. Euh, alors, bon, donc là, on va parler de la formation donc, que vous allez trouver sur notre site Formatis, hein, donc www.formatis.com. Donc vous avez dessus deux catalogues, hein, donc un catalogue métier et un catalogue compétences. Donc cette formation R3 se trouvera dans les brochures qui concernent les compétences. Si vous avez besoin de plus d'informations et de détails sur le programme, n'hésitez pas à nous contacter donc via ce site, vous pouvez, hein, parce que vous avez un formulaire de contact concernant la formation, ou nous envoyer vos questions. Du coup, à information au singulier @formatis.com. Mais écoutez, je vous remercie hein, d'avoir participé à ce webinaire. Donc pour rappel, donc on va récupérer les questions et on va vous y répondre ultérieurement. Donc on vous enverra les questions-réponses via email ainsi que le lien du replay du webinaire. Donc merci Lionel, merci Jordan pour votre participation. Et merci à tous. Et merci à tous exactement. Et à bientôt. Au revoir.